Bon, du coup, dans la première séquence, on a un petit peu essayé de poser les bases, le cadre au niveau des lois, les questions générales liées à la loi de 2016, liées à la question du proxénétisme et tout. Et il y avait déjà pas mal de questions dans le chat qui essayaient d'aborder, et nous-mêmes, on a été un peu tentés d'arriver très vite sur ce sujet-là. Mais il y a une question forcément quand on parle de travail du sexe qui se pose tout de suite, c'est la question du féminisme en grande partie. Parce que, par exemple, la loi de 2016 a été portée à l'époque par des féministes du Parti socialiste, etc. Plutôt d'ailleurs à gauche, mais aussi un peu à droite. Et très souvent, dans le champ féministe, sont présentées un petit peu ces oppositions-là comme fondamentales contre le travail du sexe. Et en fait, discuter de tout ça, ça permet aussi d'aborder des questions beaucoup plus larges liées à la stigmatisation, à la place du stigmate dans le travail du sexe, aux discriminations croisées. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc on va peut-être refaire un tour de table de présentation, en commençant par le nouvel arrivé, Lucas Stevenson. Et je suis assez content de t'avoir parce que ça permet aussi d'avoir une dimension plus internationale. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. C'est vraiment très près de la bouche. Ça me rappelle des choses. Alors, moi, c'est Lucas Stevenson. J'étais travailleur du sexe pendant de nombreuses années. Je ne sais pas où je dois regarder d'ailleurs. Je regarde là. Et voilà. À l'origine, je suis français, mais je vis au Royaume-Uni depuis longtemps. J'étais impliqué dans différentes associations de travailleuses du sexe. J'étais le directeur du réseau européen, le European Sex Worker Rights Alliance, qui est un réseau d'une 150aine d'associations à travers toute l'Europe, l'Asie centrale. Et depuis 2 ans, je travaille maintenant pour le planning familial, mais la Fédération internationale du planning familial. Je travaille avec les associations de travail du sexe dans différents pays, différentes régions, en Thaïlande, en Indonésie, en Colombie, etc. Et je suis aussi membre du bureau du réseau global des associations de travail sexuel, NSWP. Voilà. Ok, trop stylé. Du coup, à côté de toi, toujours Giovanna Rincon, coprésidente d'Accept ST. Tu peux te représenter. Co-directrice d'Accept Co-directrice, pardon, oui. Membre fondatrice, co-directrice d'Accept ST aujourd'hui. Et que dire si je suis quoi Icône, trans, diva, putain féministe de cours. Ensuite, du coup, Sarah Marie, qui a été déplacée, qui maintenant est à la lumière. Donc Sarah Marie Maffezoli, donc de Médecins du Monde, coordinatrice du plaidoyer travail du sexe. Référente travail du sexe, pardon. Oui, pardon. Et voilà, et activiste pour les droits des travailleuses du sexe depuis de nombreuses années. Ensuite, à côté, Jules, toujours coordinateur du projet Jasmine, avec Médecins du Monde. Ouais, et TDS moi-même depuis plus de 10 ans. Et entre vous deux, une nouvelle invitée qui va en réalité être ma co-animatrice, donc n'hésitez pas à regarder de son côté pour les questions. C'est Nonor de la chaîne Nonor et Don Max, qui toi-même parle beaucoup de féminisme et de travail du sexe, n'est-ce pas ? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très 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 heureuse de participer à cette table ronde. D'accord. Oui, c'était tout. Longtemps et que je pourrais servir. Je pense peut-être on peut commencer en reprenant un petit peu ce que tu avais commencé à développer dans la table ronde précédente sur justement cette généalogie un petit peu de cette question-là de l'abolition d'un point de vue féministe. Mais plus sous l'angle des arguments, un petit peu en fait comment intellectuellement d'un point de vue féministe, d'où viennent les débats en fait qui amènent justement à cette méfiance, voire volonté de faire disparaître en fait l'idée de travail du sexe. Et je pense Nonor aussi, tu pourras rebondir. Alors, sur la généalogie de l'abolitionnisme, je pense qu'il est important quand même de préciser, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'abolitionnisme, c'est énormément présenté comme si t'es féministe, t'es abolitionniste, comme une espèce d'équation absolue, alors que l'abolitionnisme, l'aggiornamento féministe des abolitionnistes est hyper récent dans l'histoire de l'abolitionnisme. Ça a même à peine une petite vingtaine d'années, alors que depuis plus de 100 ans, je veux dire, c'est une doctrine qui est ancrée au départ quand même dans le christianisme social. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est assez antagoniste avec les intérêts féministes. Et c'est cette alliance un peu contre nature qui a été faite justement entre ce christianisme social, certaines féministes
Et une partie aussi de la gauche altermondialiste s'est faite récemment, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, pour lutter contre le travail du sexe. C'est très bien documenté dans le livre du sociologue Lilian Mathieu, La fin du tapin, qui montre très bien comment il y a une espèce d'alliance qui se fait avec un intérêt commun, mais avec des justifications et des fondements très diversifiés. Okay. Et ça fait totalement écho à ce qui s'est passé, ce qu'on voyait aux États-Unis dans les années 80, au moment des sex wars, où il y avait les féministes dites radicales, notamment Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, qui voulait lutter contre la pornographie. C'était un autre secteur du travail du sexe, mais qui luttait contre la pornographie et qui avait fait alliance à l'époque avec les conservateurs, justement, au nom d'un intérêt supérieur de lutte contre la pornographie. Et ce qui illustre quand même comment c'est un féminisme, d'abord, qui s'embarrasse pas beaucoup d'autres sujets que l'agenda précis à un moment donné, et qui n'a pas une approche globale des intérêts féminisme et de la question du patriarcat dans une société, quels sont les enjeux de lutte contre le patriarcat, et qui, en outre, est quand même un féminisme bourgeois. Enfin, je veux dire, c'est cette logique-là, c'est celle du féminisme bourgeois. Donc maintenant, on peut parler de féminisme radical, etc. Je veux dire, c'est très bien, des labels qu'elle s'assigne, qu'elle se mette, mais c'est du féminisme bourgeois qui fait fi des réalités de toutes les classes des femmes et des personnes LGBTQIA+. Mais peut-être pour rebondir là-dessus, sur le féminisme bourgeois, ce serait intéressant de développer sur leur stratégie, leur communication et leur rhétorique, qui repose beaucoup sur le côté... ils vont appuyer sur le côté misérabiliste des prostituées, des TDS, etc., qui seraient des victimes éternelles, sur toutes les rhétoriques un peu complotistes aussi qu'elles utilisent. Enfin, je ne sais pas si on pourrait détailler un peu là-dessus pour montrer aussi leur hypocrisie et à quel point elles réduisent le patriarcat à la question du travail du sexe, en fin de compte. Et en fait, elles en viennent à, oublier complètement le fait que nos ennemis principaux, c'est l'État qui organise les rapports de production et de reproduction, et comment elles en viennent à stigmatiser des secteurs spécifiques qui sont traversés par des rapports de genre, comme le TDS, la pornographie, qui fait partie, qui est totalement liée, et ce qui vient à désigner des masculinités aussi non blanches, comme responsable du patriarcat, etc. Enfin, en tout cas, des masculinités populaires aussi, quoi. Peut-être si quelqu'un veut si ça vous inspire sur les méthodes qu'elles emploient aussi, quoi. Alors, oui, les méthodes et les arguments, beaucoup. Je sens qu'on me regarde vers... Non, je pense que c'est vraiment intéressant si on regarde comment le féminisme et comment ce modèle de criminalisation des clients en particulier s'est manifesté dans différents pays européens en particulier. Par exemple, en Irlande, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Irlande, en République d'Irlande, en Irlande du Nord, on a la pénalisation des clients également. Et ce sont les mêmes associations qui étaient des associations religieuses qui sont en charge de la pénalisation des clients et de la réinsertion des travailleuses du sexe en Irlande. Et c'est des associations qui ont été... sur lesquelles il y a eu beaucoup de focus récemment, car je ne sais pas si vous êtes au courant des Magdalene Laundries. Donc c'est en Irlande, mais aussi en Angleterre, en Écosse, dans les îles britanniques, beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui étaient adolescentes, qui n'étaient pas mariées, etc., qui étaient enceintes, se retrouvaient dans ces institutions-là et étaient forcées d'abandonner leur bébé. Il y a eu récemment un cas où on a trouvé plusieurs milliers de bébés, enfin de cadavres, dans les tombes, etc. Donc ça, c'était les Magdalene Laundries, et c'était dirigé par comment on dit en français, des nonnes, etc. Et c'est la même association, enfin c'est les mêmes personnes, il y a un lien direct entre ces associations-là qui veulent sauver ces femmes, jeunes femmes perdues, etc., qui sont maintenant en charge de la pénalisation des clients en Irlande et de sauver les prostituées irlandaises. Et donc on voit vraiment en fait ce côté chrétien de sauver ces femmes qui sont impures, etc., qui est vraiment flagrant. Et dans d'autres pays comme la Norvège par exemple, la pénalisation des clients a eu lieu vraiment en réaction à la visibilité des femmes nigériennes en particulier. Donc il y a eu un flux de femmes, surtout nigériennes, qui commencé à travailler en Norvège, qui étaient visibles surtout dans les rues, etc. Ce qui est assez rare en Norvège, car il n'y a pas énormément de travail de sexe de rue à cause du froid et des conditions de temps épouvantables. Et en fait, la réaction à la pénalisation des clients, sous couvert d'égalité des genres, de féminisme, etc., la réalité, c'était aussi une politique raciste de contrôle migratoire, etc.
Et après, enfin, sur la question de la victimisation, ce qui est assez dingue, ce qui se passe avec les féministes anti-droit des travailleuses du sexe, parce qu'il faut quand même qu'on revienne à ça, Oui. sur le fait qu'en fait, on parle de personnes qui sont anti-droit des travailleuses du sexe. Elles sont abolitionnistes parce que c'est cool comme terminologie, parce que l'abolitionnisme de l'esclavage, abolitionnisme carcéral, mais en fait, c'est une usurpation quand même. Donc c'est féministe anti-droit des travailleuses du sexe, parce que tu parlais de méthode, silencie en réalité les travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe n'ont pas le droit à la parole, sauf si elles ont quitté l'activité. Tant que les personnes exercent le travail du sexe, leur parole est réputée sous emprise, n'avoir aucune valeur. Oui, c'est vrai que dans le témoignage, c'est beaucoup la parole des survivantes et cet angle-là de la Oui. survivance justement du travail. Ouais. Toujours. Et c'est très très net parce que c'est pour ça que toutes les paroles travailleuses du sexe sont disqualifiées. Après, il y a les 5 survivantes qui ont le droit de prendre la parole. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je sais pas, dans une approche féministe, j'avoue que je trouve ça toujours très surprenant qu'on puisse avoir des personnes qui parlent à la place d'autres personnes pour les libérer et penser que c'est une approche féministe. Je ne vois pas très bien en quoi ça rompt avec le patriarcat. Et après, pour l'anecdote, et sans vouloir jeter l'anathème sur quiconque, mais c'est assez frappant quand même de voir à quel point, pendant des années, les porte-paroles de beaucoup d'associations de lutte contre le travail sexuel étaient des hommes blancs cisgenres qui prétendaient sauver des femmes au nom du féminisme en leur interdisant de travailler, en sachant mieux qu'elles ce qui était bon pour elles. Mmh. Oui, il y a un truc de respectabilité un peu qu'on retrouve là-dedans. Et aussi, du coup, je me tourne aussi vers toi, Giovanna, parce que on sait qu'il y a énormément de liens entre les milieux féministes anti-trans et les milieux féministes abolitionnistes. Et c'est vrai qu'il y a quand même lorsque Accept ST s'est créé, ça a été aussi enfin, dans le monde du militantisme trans, on était un peu dans un creux de la vague. Et c'est vrai que Accept ST est réarrivé aussi comme le retour un petit peu du militantisme trans organisé. Et on a vu en face les réponses de féministes abolitionnistes transphobes qui disaient que, tiens, comme par hasard, les femmes trans, comme elles sont des hommes, elles ont des fétiches sexuels et c'est pour ça, etc. Et mettre un petit peu ce truc dans le même sac. Comment est-ce que ça a été... comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que tu analyses aussi la structuration en fait, qui s'est faite entre transphobie et abolitionnisme? Moi, j'ai le sentiment que aujourd'hui, on porte l'héritage d'un féminisme évidemment extrêmement transphobe et aussi putophobe, et qui à la fois, quand il se trouve à l'intersection des deux, voire sur d'autres sujets aussi, comme contre les immigrés, ça fait un drôle de mélange. Mais moi, je vais juste revenir sur le fait que, d'après ma connaissance, le moment le plus compliqué, la naissance de toutes ces problématiques de invisibilisation des personnes trans dans la lutte des droits humains, pour les droits civiques LGBT, dans le féminisme dans son ensemble, ça a commencé vraiment à l'intérieur du mouvement LGBT. Ok. Pour moi, c'est à partir de la naissance du mouvement LGBT que les personnes trans commencent à être invisibilisées. Et pour quelle raison? Parce que les personnes premières qui ont porté la visibilité trans à l'intérieur de l'acronyme LGBT, c'était les putes trans, en fait. Totalement. Et donc, il fallait quand même reproduire un phénomène des respectabilités, comme on l'a dit tout à l'heure, mais que, effectivement, pour pouvoir obtenir des droits, il fallait que tout le monde soit respectable à l'intérieur du mouvement LGBT. Et aujourd'hui, c'est connu, ça a été clarifié que les personnes trans ont été vraiment à l'origine aussi de ces mots de Stonewall. Et tout ça pour dire que les lesbiennes féministes de l'époque, et certains qui sont encore survivantes, qui sont là présentes, ce sont aussi des transphobes très mobilisés sur le côté anti-trans, le côté anti-pute. Et donc, c'est vrai que pour nous, arriver à 2010 à créer un asso fondé sous le principe aussi
de revendiquer la reconnaissance du travail du sexe, ça n'a pas été une évidence facile. Être crédible auprès des institutions, mais aussi auprès des partenaires avec lesquels, plus ou moins aujourd'hui, on collabore malgré les tensions et les divergences politiques sur le sujet. Mais c'est clair que parler à la première personne, ça n'a pas été forcément la chose qui a facilité les choses, puisque parler à la première personne, pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, nous, on a participé pour la première fois à la marche organisée par nous toutes, qui était quand même à ce moment-là la naissance d'un mouvement féministe hyper pressante. Et bah, pendant cette marche, moi, je me suis fait agresser partout dans la marche par des féministes qui réclamaient que je sorte de la marche parce qu'on portait à ce moment-là des banderoles pour dénoncer l'assassinat de Vanessa Campos et pour demander évidemment l'abrogation de la loi de la pénalisation. Donc ça n'a pas été vraiment quelque chose d'évident et les tensions sont toujours présentes. Chose qu'il faut quand même malgré tout aujourd'hui mettre en évidence dans le travail de l'ASSO, c'est que par la force des choses, on se retrouve aussi à collaborer, entre guillemets, et bien entre guillemets, avec des associations abolitionnistes comme l'Amicale du Nil, les Captifs de la Libération. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement social que nous apportons aux personnes, il y a ce qu'on appelle l'inconditionnalité de l'accompagnement qui doit se faire en partenariat quand on est porteur des projets d'hébergement d'urgence à Paris, en France, et que ces associations, telles que la nôtre, sont reconnues par le SIAO, le SAMU social. Et donc, effectivement, il y a des orientations de dispositif à dispositif et qu'on ne peut pas refuser. Ouais. Donc, c'est vrai que par la force des choses, on se retrouve des fois à communiquer, pas forcément à collaborer. Mais voilà, il y a pour moi aujourd'hui une nécessité de dialogue, pas forcément pour dire qu'on réussit là à rentrer en accord, mais sur la question des discussions et des dialogues sur qu'est-ce qui nous rassemble comme travail et comme valeur, mais aussi comme lutte pour les droits humains, de discuter avec ces féministes qui aujourd'hui semblent très radicales sur le fait qu'une femme, c'est une femme qui a des ovaires et une femme trans ne peut pas prétendre de se revendiquer socialement comme une femme. Toutes ces questions-là, pour nous, restent quand même aujourd'hui des sujets vraiment délicats, mais sur lesquels il faudra discuter énormément avec toutes les parties prenantes sur ces sujets. Et justement, historiquement, est-ce qu'on pourrait revenir sur le rapport des mouvements féministes au mouvement de TDS et aux mobilisations des travailleuses du sexe, et justement, comment est-ce que vous sentez une évolution maintenant avec les principales orgas féministes? Comment ça se concrétise et quelles sont les possibilités de dialogue? Parce qu'il y a toujours cette idée du féminisme majoritaire actuel, de l'idée d'inclure toutes les femmes. Mais moi, je pense que, en tout cas, même moi, dans ma manière de me politiser aussi et de m'intéresser au sujet féministe, finalement, je me suis rendu compte que les théorisations les plus intéressantes, elles se faisaient depuis le travail sexuel, etc. Et que ça permettait de comprendre plein de choses sur le patriarcat. Et justement, je me disais, comment est-ce qu'aussi on pourrait... qu'est-ce que les mouvements des travailleurs du sexe ont à nous apporter en tant que féministes et comment on peut avancer sur plein de luttes à partir des enjeux du travail sexuel? Moi, je voulais juste réagir parce que ce que tu dis, je voulais déjà réagir à ce que disait Giovanna sur la manifestation où elle a été agressée justement à l'occasion du 25 novembre. Pour mémoire, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, on avait créé le collectif 8 mars pour toutes, parce que justement, les travailleuses du sexe ne pouvaient pas se rendre dans les manifestations féministes, parce qu'en réalité, je veux dire, les travailleuses du sexe et leurs alliés et les mouvements TDS, parce qu'on se faisait quasiment exclure des manifs. Oui, dès qu'on voyait un parapluie rouge, c'était dégagez-moi ça, quoi. C'était ça. Moi, j'ai fait une manif où on se faisait tellement pousser
qu'on avait fini par se retrouver en tête de cortège, ce qui n'était pas notre démarche, mais à force de se faire pousser, du coup, on s'était mis sur le côté pour dire, en fait, nous, on ne voulait pas prendre la tête de cortège, on voulait juste marcher pour le 25 novembre. Et on avait commencé à se faire insulter par toute la manif. Et à la fin de la manif, le SO est venu nous voir en nous disant, pour nous exfiltrer, en fait, en nous disant, on a garanti votre sécurité jusqu'à présent, maintenant, on ne peut plus. Donc, s'il vous plaît, partez en groupe, allez jusqu'au métro en groupe. Parce qu'en fait, on ne peut plus vous protéger. Et en se faisant traiter comme ça de honte du défilé, avec toutes sortes d'insultes, on se prenait des coups de pancarte. C'était absolument lunaire de violence dans une manifestation de lutte contre les violences de genre, quand même. Et les insultes venaient encore une fois beaucoup d'hommes cis. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler. Il y a aussi une performance des mecs pro-féministes. Parce qu'ils veulent quand même baiser gratuit, il faut le rappeler. Je suis désolée. C'est important. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait créé 8 mars pour toutes, et on a quand même marché pendant plusieurs années derrière un cordon de sécurité avec 50 mètres, avec le SO de la CGT qui nous distanciait de la manif officielle parce qu'il fallait quand même pas être trop proche. Et derrière, ils mettaient systématiquement des personnes avec leur mégaphone qui géniait « Le corps des femmes n'est pas une marchandise » pendant 5 heures. Donc c'était ça à l'époque de 8 mars pour toutes. Puis finalement, on a fini par se désolidariser et aller marcher de notre côté parce que on s'est rendu compte que les TDS n'étaient pas les seuls exclus des mouvements féministes. Il y avait aussi les femmes trans, il y avait aussi les femmes voilées. Et que si on voulait un féminisme qui soit autre chose que ce féminisme patriarcal et excluant, il fallait créer notre propre mouvement. Et tu parlais de méthodes, mais en fait, c'est des méthodes terroristes. Et là, je voyais dans le chat qu'on disait Solidaire, je ne savais pas qu'ils étaient abolos. Mais en fait, tous les syndicats à l'heure actuelle sont anti-droit des TDS. Tout simplement parce que c'est noyauté par quelques personnes qui verrouillent la parole, qui refusent qu'on ait des discussions sur ce sujet, alors même qu'il y a plein de gens qui soit sont pas informés de la position, soit quand ils essayent de faire bouger les choses, et c'est valable pour les syndicats, mais pour les partis politiques, on les empêche de faire ça, on les rappelle à l'ordre littéralement. C'est-à-dire quand il y a des personnes qui, chez Attaque, essayent de dire on va peut-être penser autre chose, rappelle-toi la position de 2014 d'Attaque et ne bouge pas surtout. Donc c'est pour ça qu'il faut relayer le manifeste pour les droits et la santé des travailleuses du sexe en taguant votre organisation, votre parti politique, et votre syndicat, s'il vous plaît. Et autant les formes locales de votre syndicat que les formes nationales. Oui. Faut que ça vienne de la base militante et que ça remonte pour qu'au prochain, je ne sais pas comment on dit en fonction des organismes, congrès, conseil, la question puisse être mise sur la table. Nous, on l'avait déjà entendu, genre, on n'a toujours pas d'opinion sur la question parce qu'à chaque fois qu'on veut en parler, il y a une personne ou deux personnes qui refusent, et comme un veto suffit à ce que nous n'ayons pas une position claire sur le sujet, on ne pourra jamais signer de communiqué. Oui. Et c'est vraiment une personne qui bloque dans une institution. C'est vrai qu'il y a souvent un phénomène de gatekeeping qui est souvent tenu par les personnes qui sont reconnues souvent dans les organisations mixtes, les partis, les syndicats, comme celles qui ont le droit de citer sur la question du féminisme et donc vont beaucoup imposer ça. Toi, Lucas, tu disais que tu étais à la Fédération internationale des plannings familiaux, du planning familial, je sais pas si c'est au pluriel. Et justement, du coup, tu es un peu justement au cœur de ce travail conjoint qui peut être fait aussi avec des organisations féministes. Comment est-ce que ça... Enfin, déjà, est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce que ça n'a pas toujours été évident? Et comment ça se passe Non, ce qui est intéressant, je suis français à l'origine, mais je vis plus en France depuis 20 ans. Et la France est vraiment, je crois, le pays qui est le plus idéologique sur la question du travail sexuel. Même dans d'autres pays, je crois avec la Suède. Oui. Même la Suède aussi, il n'y a quasiment pas de débat. Oui. En France, au moins, il y a un peu du débat, mais c'est quand même extrêmement idéologique et assez fondamentaliste. Mais en fait, le mouvement des travailleuses du sexe, c'est un mouvement global. Et dans la plupart des pays, dans quasiment tous les pays du monde, il y a des associations de travailleuses du sexe. Et très souvent, les associations féministes sont en soutien des travailleuses du sexe. C'est quand même très européen ou North Global, comme on dit en français, pays du Nord, d'être aussi opposé à la reconnaissance du travail sexuel. Donc là, pour regarder par exemple en Inde, qui est un des pays avec les plus grandes associations de travail du sexe, il y a des associations avec 50 000 travailleurs du sexe dans une association. Wow. Là, la Cour suprême en Inde a reconnu qu'il fallait décriminaliser le travail du sexe, que la police devait arrêter de harasser les travailleurs du sexe.
Au Bangladesh, le Conseil des femmes a mis une motion pour la dépénalisation. Donc, dans des pays comme le Bangladesh, par exemple, qui sont quand même très conservateurs, les associations de droits des femmes sont souvent en soutien des travailleurs du sexe. Et c'est souvent car il y a beaucoup plus de compréhension des réalités des travailleurs du sexe que les féministes européennes ont du mal à comprendre, je pense en partie en raison de différences de classe, que le féminisme européen, tel que le lobby européen des femmes, par exemple, qui est le lobby européen féministe, est vraiment un féminisme de classe moyenne, de classe bourgeoise, etc., et qui comprend absolument pas les besoins des femmes des classes populaires, des femmes migrantes, des femmes trans, etc. Donc il y a vraiment ce disconnect, mais qui est quand même très, très, je voudrais dire, européen ou de ces pays-là. Et je pense à d'autres régions, par exemple, là, au Kenya, par exemple, il y a une série de meurtres de femmes. Donc il y a une grosse vague de féminicides au Kenya. Et le mouvement contre ces féminicides est surtout dirigé par les travailleuses du sexe. Donc il y a des grandes manifestations avec les travailleuses du sexe en tête de ligne, car elles sont en fait aussi les premières touchées par ces meurtres. Et en fait, dans beaucoup de régions, en Amérique latine également, il y a beaucoup de développement sur la décriminalisation du travail du sexe. Il y a beaucoup de débats, mais souvent, les associations féministes, surtout celles qui sont grassroots et intersectionnelles, sont beaucoup plus proches de la réalité des travailleurs du sexe. Et donc, c'est quand même très intéressant. On peut voir souvent dans les débats qu'il y a eu en France ou au niveau européen, cette idée que, ah oui, les travailleurs du sexe, les associations ne représentent qu'une partie privilégiée, etc. Ce qui est complètement absurde quand tu regardes la réalité en fait, c'est mondiale. dans les pays les plus privilégiés voilà. qu'il y a le plus cette Effectivement. cette En fait, culture en Europe, les associations sont beaucoup plus petites que dans la plupart des pays à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Et c'est aussi, je pense que la discussion après sur le rapport avec le syndicalisme est là également. C'est qu'à travers le monde, une large population vit dans le travail informel. Je crois que les chiffres sont de 2 milliards de personnes à travers le monde vivent de l'économie informelle. Parmi elles, les travailleuses du sexe dans de nombreux pays, etc. Et en fait, il y a cette question que le travail, pour une grande partie des gens, le travail, c'est précaire, le travail, c'est dangereux, le travail, c'est informel, et c'est la réalité de beaucoup de travailleuses du sexe. Et je pense que tant que certains féminismes européens ne comprendra pas ces conditions de travail, ces conditions de pauvreté, ces besoins de migration, on n'arrivera pas à casser l'espèce de glace entre les différents mouvements. Oui, c'est hyper intéressant parce que même ça résonne beaucoup avec toutes les. Bah déjà, les paniques morales dont on parlait tout à l'heure sur l'importation massive de prostituées à la Coupe du Monde, etc. Et aussi l'instrumentalisation. Assez souvent, je sais que quand il y a des débats ou des échauffourées avec des féministes abolitionnistes, qui se disent abolitionnistes, va y avoir souvent l'argument, justement, beaucoup des Nigérianes, beaucoup de femmes qui migrent d'un pays où supposément, c'est pas normal pour une femme là-bas de vendre son corps. Enfin, il y a aussi souvent ce préjugé très colonial sur ce qu'on assume de liberté sexuelle dans les pays du Sud et qui va beaucoup être utilisé comme prétexte, alors même que c'est même des groupes avec lesquels vous pouvez travailler dans le plaidoyer quotidiennement. Peut-être, oui, demander comment concrètement aussi toutes ces lois de criminalisation du travail du sexe, elles ont une conséquence sur la représentation et la difficulté à parler quand on est une TDS migrante, trans, etc. aussi, quoi. Oui, il y a très peu d'archives réelles sur comment, dans l'histoire des personnes trans, la narrative de le travail du sexe a une place extrêmement fondamentale dans leur capacité à survivre dans une société systématiquement transphobe. Encore une fois, quand les mêmes personnes se retrouvent à l'intersection de l'immigration, du sida et d'autres situations, effectivement, comment raconter ces narratives, comment les revendiquer quand il n'y a pas vraiment ni d'archives, ni de mémoires vraiment documentées sur ces questions-là. Et c'est le plus difficile, en fait. Pour moi, c'est là où il y a vraiment un enjeu stratégique pour la communauté trans, pour pouvoir vraiment positionner la question aussi de pourquoi le travail du sexe, pour nous, c'est une vraie revendication. Et que tant qu'il n'y a pas une solution en matière des droits humains pour résoudre les problématiques d'une transphobie systémique à un niveau mondial, surtout en ce moment, la question, par exemple, la reconnaissance en France
de cette transphobie systémique, ça devrait être l'objet d'une reconnaissance de cette vulnérabilité et d'attribuer le droit au séjour pour des motifs humanitaires systémiques aussi, la protection à ces populations. Or, c'est tout le contraire. Donc, il y a toute une incohérence et toute une hypocrisie autour de ce sujet-là, mais parce qu'il n'y a pas, soi-disant, des vraies données qui pourraient documenter ce qui, d'un côté, est dit, de l'autre côté, est totalement invisibilisé. Et pour ça, nous, à l'ASSO, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de comment récupérer les archives. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment à l'association. On a créé un projet qui s'appelle Presentes, et c'est l'histoire des femmes trans qui ont fondé l'ASSO. Je ne faisais pas partie, mais d'autres femmes trans qui ont fondé l'ASSO et d'autres qui sont bénéficiaires de l'ASSO, qui ont une histoire de vie en France d'à peu près plus de 40 ans. Ce sont des sœurs vivantes. Et l'histoire, c'est de permettre à ces archives-là de faire remonter un peu toute leur histoire avant qu'elles soient effacées, parce que c'est ça le problème aussi dans la narrative, l'effacement. Puisque les moyens qui seront mis à disposition, ils ne viendront pas de l'institution. Ils ne viendront pas des les féministes. Elles viendront juste à l'intérieur d'un mouvement trans qui sera capable, et de notre association, de pouvoir documenter, de pouvoir vraiment conserver, parce que dans les projets des archives LGBT, la question qui se pose aussi, c'est, OK, parlons des archives, mais les archives des personnes trans, TDS et migrantes, ça se pose aussi comme une narrative à construire. Donc voilà, pour moi, la question de l'invisibilité, parce qu'il n'y a pas de narrative claire et évidente, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Mais oui, non, vas-y, pardon. Non, mais je voulais juste revenir sur la question de l'invisibilité, parce que cette disqualification systématique des TDS qui prennent la parole en public parce qu'elles seraient privilégiées, etc., c'est quand même assez frappant. On l'a dit lors de la session précédente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, quand tu es hyper stigmatisé, que tu as trop de choses à perdre, à un moment donné, prendre la parole publiquement, c'est compliqué. Il y a des personnes migrantes qui exercent le travail du sexe, elles n'ont pas de titre de séjour. Si elles prennent la parole publiquement, potentiellement, elles peuvent courir des risques d'être exposées à des obligations de quitter le territoire. Enfin, la réalité, c'est ça aussi. On sait que les activistes TDS, en France, historiquement, ont quand même été ciblés particulièrement par des verbalisations abusives du racolage public à l'époque, par des contrôles fiscaux. Enfin, il y a quand même eu des vraies stratégies étatiques de lutter contre les mobilisations des travailleuses du sexe pour leurs droits, très concrètement. Et après, sur le narratif, c'est toujours un peu qui confisque la parole à qui, parce que c'est un peu facile de toujours reprocher au mouvement des travailleuses du sexe de confisquer la parole des plus précarisées, des migrantes, etc., etc. Mais sauf que les mouvements anti-droit, eux, ils ont absolument le droit de le faire, et ils le font constamment, et ils instrumentalisent constamment les personnes les plus précarisées dans l'activité. Et ils instrumentalisent même le narratif en inversant complètement les logiques. C'est-à-dire sur cette question du racisme et des personnes migrantes qui exercent le travail du sexe, à un moment donné, le travail du sexe est une ressource pour un certain nombre de personnes de l'économie informelle pour subvenir à leurs besoins, notamment dans des parcours de migration. Et donc, forcément, les personnes qui sont exclues des emplois formels parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour, parce qu'elles n'ont pas d'identité conforme à leur genre, notamment, il va y avoir une surreprésentation dans le travail du sexe. Et maintenant, on entend des discours disant « Ah, le travail du sexe, c'est raciste parce qu'il y a énormément de personnes migrantes, 85% de travailleuses du sexe qui sont... » des personnes migrantes. Non, mais c'est la société qui est raciste, soyons clairs. Et dans un contexte de société raciste, oui, il y a des personnes qui vont exercer le travail du sexe, mais c'est pas en abolissant le travail du sexe qu'on va abolir le racisme de la société. Et en abolissant le racisme de la société, peut-être qu'on fera avancer les droits des travailleuses du sexe, mais plus globalement, les droits de toutes les personnes racisées dans la société. C'est quand même ça aussi qu'il faut le prendre en considération. Mais c'est vraiment la stratégie des abolos, du coup, de toujours réduire le problème du racisme à la prostitution. Au lieu de de réfléchir au niveau structurel du patriarcat, du racisme, etc.
et ben elle réduit ça à la prostitution est raciste. Et en plus, elles ont vraiment une manière hyper hypocrite de procéder, parce que c'est toute cette construction de la victime aussi. Moi, c'est là que je trouve ça intéressant, parce que avec MeToo, on a eu toute cette logique de les femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et derrière le terme de victime, je pense qu'il faudrait réfléchir à ce que ça dit concrètement, parce que les abolos, elles ont cette manière-là de faire passer donc les TDS toujours pour des victimes vulnérables passives, et du coup qui n'auraient pas d'histoire, qui n'auraient pas de revendication, et qu'on peut invisibiliser. Et donc ça rend le travail d'archives là hyper intéressant, je trouve. Et justement, je pense que c'est important de montrer comment cette figure de la victime, elle a été très facile, elle a été construite surtout sur les femmes migrantes, ou alors les femmes victimes de la traite des blanches au moment de toute cette campagne à la fin du 19e siècle, début 20e, où il y avait toute cette idée que des femmes blanches seraient trafiquées à travers le monde et vendues soit par des juifs, voilà, avec toutes ces rhétoriques antisémites. Mais comment ça a construit la TDS comme plus une femme déchue, méchante, qu'il faut redresser, mais comme une victime. Et comment après, ils ont récupéré ça pour les femmes migrantes. Comment après, ça devient toutes les TDS qui sont des victimes. Et comment nous, ça retombe aussi sur nous quand on a d'autres manières de conceptualiser la violence sexuelle, de s'en prendre aux raisons structurelles de la violence sexuelle et sexiste, et ben on nous renvoie au truc de t'es victime, t'es traumatisé, je vais parler à ta place. Ouais. Et je pense que c'est important de montrer aussi comment est-ce que ces stratégies-là de victimisation, etc., elles nous reviennent à la fin. Et après, on peut faire le lien avec le stigmate de la putain, mais qui est hyper intéressant, de toutes ces théorisations féministes de Gail Peterson ou de Paola Tabet, qui montrent bien qu'en fait, le stigmate de la putain, c'est un outil de contrôle social donc explicite sur les femmes TDS pour qui c'est le travail, etc. Et pour les femmes en général, avec la menace constante de si t'es trop autonome dans ta sexualité, si t'es trop indépendante, on va tout de suite te mettre le stigmate, quoi. Donc je pense que c'est important aussi de faire ce travail en tant que féministe, de visibiliser le continuum, sans dire qu'on est toutes des TDS, etc., parce qu'il y a des stigmatisations très précises aussi, liées, voilà, mais de ne pas reprendre le truc du mouvement féministe, de dire les TDS sont plus opprimés que nous, il faut les sauver, les pauvres chéris, quoi, et penser à partir du TDS et comment ça nous retombe dessus, quoi. Et voilà. Vas-y, Giovanna. Non, moi je voulais juste revenir sur un sujet qui est encore une fois la question de comment défendre aussi en tant qu'association quand il s'agit des personnes trans TDS. Et comment bien se positionner déjà parce que la personne qui est décédée, elle ne peut plus rien demander. Et quand il s'agit des femmes trans migrantes qui n'ont aucun lien familial en France, comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'asso? Et là, encore une fois, l'exercice de la respectabilité de la question de comment on se positionne vis-à-vis de la famille de cette personne, qui par ailleurs sont soutenues par le travail du sexe de la personne qui est décédée, et qu'il faut s'adresser à cette famille, qu'il faut créer un dialogue pour leur expliquer le contexte dans lequel sa fille a été tuée en France, de créer aussi, encore une fois, un dialogue honnête et pas blessant. Et la question, encore une fois, de la respectabilité, ça se pose parce que la famille, elle ne voudra pas. Et c'est ça qui s'est passé avec les 4 assassinats que j'ai accompagnés entre Vanessa Campos. Et je profite pour montrer, parce que c'est Géraldine qui a été assassinée, voilà, et que ce procès est encore en cours, et que le gars qui a tué Géraldine, il n'avait pas plus de 25 ans, et qu'il s'est caché derrière soi-disant un prétexte comme quoi il ne savait pas qu'elle était une femme trans. Donc, encore caché sur des phénomènes un peu qui sont transphobes et qui servent pour se défendre finalement, même quand tu es l'assassin d'une personne à qui tu as donné 45 coups de couteau. Ça m'émeut beaucoup parce qu'en réalité, j'étais accompagné la maman de Géraldine qui est venue ici, et je sais ce que ça veut dire aussi pour une famille devoir assumer publiquement
pendant un procès que sa fille était ici et qu'elle était travailleuse du sexe et qu'elle donnait tout sur l'argent pour soutenir cette famille. Et c'est là où encore la narrative de quel est le féminisme qui viendrait encore une fois respecter cette parole-là, cette vulnérabilité-là, et comme tu le disais, de reconnaître, oui, c'est une question de pauvreté, et que la question de la pauvreté amène au meurtre d'une personne, mais encore une fois, comment les abolitionnistes osent venir récupérer ces assassinats pour dire que c'est, encore une fois, juste une violence faite aux femmes, mais qui, finalement, ils ne s'attaquent pas vraiment à un vrai sujet qui est la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre la transphobie, en réalité. Et donc, voilà, c'est juste pour positionner aussi le travail des assos, quand ils s'engagent, qu'ils se mobilisent, qui créent des stratégies vraies, concrètes, pour défendre les droits des personnes. Encore une fois, l'exercice reste complexe en termes de la respectabilité comme un sujet de la honte. Oui, et encore même dans le décompte des féminicides, je me rappelle, il y avait eu un débat, ce qui avait amené nous toutes d'ailleurs à abandonner le décompte des féminicides qui était fait par une association qui, elle, était abolo et transphobe, et où elles observaient qu'en fait, elles comptaient que les féminicides par les conjoints, les compagnons, les ex, mais du coup, ce qui exclut les travailleuses du sexe, qui exclut les personnes trans, parce qu'elles ne considéraient pas, quoi qu'il arrive, elles ne considéraient pas les femmes trans comme des femmes, et quoi qu'il arrive, ils disaient, mais de toute façon, les femmes trans, elles sont toutes prostituées, donc quoi qu'il arrive, c'est un client, donc ça ne nous concerne pas. Donc, tu avais tout ce truc-là où même reconnaître l'accès justement à être entendu, parce que là, je ne parle pas de la question du statut de victime, mais rien qu'à être décompté, était nié aussi par le statut même du travail sexuel, quoi. Je crois, Jules, tu voulais dire un truc? Là, j'ai plusieurs trucs du coup à dire. L'IOF, l'inter-orga féminicide, Jasmine en fait partie. Et je voulais rebondir sur ce que disait Joe avec les choses qui nous émeuvent. Enfin, là, c'est un truc très personnel aussi, mais je pense qu'on a tous vécu. On vous donne beaucoup d'arguments, etc. Mais moi, à travers mon travail, je dois lire des témoignages de violence. Et il y a des moments où, en fait, ça fout la rage. J'ai chialé devant mon ordinateur. Quand les journalistes parlent vraiment humanise les victimes, en fait, on les connaît finalement. Je suis allé à des veillées funèbres de gens que je connaissais pas forcément directement, mais qui étaient des amis d'amis. Enfin, ça nous touche beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'on est capable là de se battre et d'avoir un truc très droit. Des fois, on fait des blagues sombres entre nous, mais enfin, je veux dire qu'il y a un truc humain derrière, au-delà de notre discours militant, et qu'on nous accuse en plus nous d'instrumentaliser, d'être des proxénètes, etc. Et donc, je sais pas, c'était un truc personnel que je voulais dire. Et sinon, tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Sur le cas des HSH, donc des hommes qui couchent avec des H, il est assez intéressant, parce qu'au fond, quand il a été criminalisé, stigmatisé à travers le temps et à travers le monde, c'est vachement plus sur un axe d'homophobie et les pédérastes, etc., que du travail du sexe. À l'heure actuelle, en France, il y a quand même un truc un peu homophobe à dire, de toute façon, on s'en fout des homos qui font n'importe quoi, c'est dégénéré, ça nous concerne pas, de toute façon, leur sexualité, elle est débordante, machin. Mais le fait qu'on peut autant baser son travail de vie militant sur la lutte contre la prostitution et jamais essayer, au final, d'être cohérent et de dire criminalisons, enfin, allons s'en prendre aux hommes aussi qui font du travail du sexe, pour moi, ça revient à, en fait, on s'en fout de la prostitution, on veut contrôler le corps des femmes, on veut contrôler leur sexualité. Parce que c'est un peu le raisonnement par l'absurde, en fait. Genre, dans les faits, à l'heure actuelle, c'est plutôt pas cool d'être homophobe en France. Limite, on est homo-nationaliste à la télé. Et du coup, on va plus jamais faire chier les TDS hommes. Si, peut-être ils sont à l'intersection de beaucoup de stigmas et sans papier, etc. On va jamais leur en parler non plus, parce que, sincèrement, des hommes sans papier qui ont seul moyen de survivre, c'est le travail du sexe ou des bails de je me fais héberger par un sugar daddy, etc. Ça pourrait être aussi des victimes qui seraient sauvées de l'exploitation. Tout le monde s'en fout. Et pour moi, c'est vraiment un exemple par l'absurde pour dire voyez, voilà, c'est pas du féminisme, c'est le patriarcat, mais par excellence, qui veut contrôler la sexualité des femmes. Mais pas que la sexualité, en fait. C'est ça, je pense. Financière. Mais c'est ça, l'autonomie financière et les services gratuits, en fait. C'est ça l'enjeu aussi, c'est que c'est un contrôle des corps des femmes avec un véritable stigmate de si tu dévies, si tu fais autre chose, et notamment si tu fais payer pour des services qui doivent être gratuits, tu t'exposes à de la violence. Tu dois fournir ces services gratuits. Ce travail reproductif doit être gratuit. Et c'est intéressant parce que dans les années 70, il y a eu un mouvement chez les féministes, il y a eu une grosse division féministe, on pense toujours au travail du sexe, mais il y a eu aussi des grosses divisions dans les mouvements féministes autour de la revendication sur le salaire domestique. Et il y a eu une alliance entre des associations qui étaient justement
Women for House Wages, les femmes pour les salaires domestiques, qui se sont alliées aux travailleuses du sexe en disant en fait tout ce travail domestique, tout ce travail reproductif, tout ce travail sexuel qu'on doit fournir, il doit nous être payé. Et les travailleuses du sexe se faisaient déjà payer. Ouais. Et la rupture est à partir du moment où, en réalité, les femmes bourgeoises, les féministes bourgeoises, elles n'avaient pas les mêmes enjeux parce que de toute façon, elles déléguaient déjà ce travail domestique à d'autres femmes qui le réalisaient, là où d'autres femmes le réalisaient gratuitement dans leur foyer et où il y avait ces revendications-là. Donc c'est aussi, on veut contrôler les corps des femmes, mais on veut contrôler la société patriarcale et capitaliste pour que les femmes continuent à fournir un certain nombre de services gratuits. Oui, avec tout l'enjeu aussi qui était, je trouvais hyper intéressant, de l'internationalisation du travail reproductif, avec le fait qu'il y a de plus en plus de travailleuses du sexe aussi, migrantes, etc. Et de comment est-ce qu'une stratégie pour faire leur rédemption, c'est de les assigner à du travail reproductif classique, tâches domestiques, etc. Et là où elles vont être plus exploitables finalement que dans le TDS, où elles décident plus des conditions de travail, du temps que ça va durer, de l'argent, etc. Et donc c'est intéressant aussi comment ces féministes, elles sont fémonationalistes et elles collaborent aussi avec les capitalistes pour en fait rendre plus exploitables des femmes des Suds, quoi. Oui, pour préciser ce que tu dis, Nonor, parce que peut-être dans le chat ils n'ont pas la ref, mais on parlait tout à l'heure dans la séquence précédente des parcours de sortie de la prostitution et qui souvent s'accompagnent d'une proposition de reconversion, on va dire. Voilà. Et qui sont toujours des reconversions un peu genrées, on va dire. C'est-à-dire qu'on va proposer un travail de caissière, de femme de ménage, des rôles qui sont très genrés, mais aussi à un certain niveau de classe sociale où si tu dois reprendre un travail normal, c'est en revenant à ta place aussi, quoi. Et dans le salariat, parce que dans les commissions de sortie de prostitution, quand il y a des personnes qui disent « je voudrais monter mon entreprise », bon, après tout, je veux dire, les TDS, gérer un business, c'est ce qu'elles font au quotidien. Je veux dire, ça fait quand même un peu partie de leurs compétences. Quand elles disent, il y en a qui disent, je sais pas, je veux monter une entreprise de traiteur ou d'onglerie ou de coiffure. Là, non, il faut que tu restes à ta place. Et il y a quand même des assos qui en font quasiment un business, puisqu'elles passent des partenariats pour reconvertir des TDS en parcours de sortie avec des grands hôtels, Accor Hôtel. Je veux dire, c'est public, c'est sur leur site, hein, donc je ne dévoile rien de secret. Avec Accor Hôtel pour que les femmes en sortie de prostitution aillent faire le ménage. Rappelons-nous quand même ce que c'est Accor et hôtel, etc. Hein. C'est les grandes grèves de l'hôtel Ibis des Batignolles parce qu'il y avait des femmes de ménage qui n'étaient pas payées et qui ont fait grève pendant quasiment un an, des violences sexuelles. C'est ça dont on parle. Donc c'est là où on veut envoyer des femmes en sortie de prostitution parce que tout est mieux que le travail sexuel, même les pires conditions d'exploitation dans les grands groupes hôteliers. Et de façon ironique, il y a des gens qui en viennent à la prostitution parce qu'à la base, elles sont arrivées en France avec soi-disant un travail informel, sans de contrat, finissent par devenir domestiques, payer une misère dans des familles, travailler 7 jours sur 7, être réveillés la nuit. Et puis finalement, c'est en me disant j'arrête, c'est trop difficile, qu'elles finissent par se dire je retrouve une indépendance en faisant du travail sexuel alors que je vis en France sans papier, que je parle pas forcément la langue. Donc il y a ce truc où finalement le travail du sexe devient des fois une porte de sortie, mais on nous laisse pas faire. Mais ouais, même historiquement, c'est ce qui était dit dans le bouquin sur la transmisogynie, là, qui était hyper intéressant. Je me rappelle plus de l'autrice. Jill Peterson. Ouais, qui était hyper intéressant sur comment est-ce que aussi le TDS historiquement, c'est un métier féminin majoritairement, mais qui était mieux payé que le travail de blanchisseuse, etc., quoi. Et donc c'est vraiment une opportunité aussi économique dans un contexte où le travail féminin, de toute façon, il est moins rémunéré parce que considéré comme naturel lors de l'instinct, et donc on n'a pas besoin de le rémunérer. Donc c'est tout l'enjeu aussi de rendre visible ce travail-là qui est gratuit et que les TDS font bien en exigeant un salaire, en exigeant une paye, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau régional d'Asie-Pacifique, Asia Pacific Network of Sex Work Project. Et c'est vraiment intéressant parce que leur logo, c'est une machine à coudre dans un sens interdit. Et leur slogan, c'est « Ne me parlez pas de machines à coudre, parlez-moi de droit du travail ». Et en fait, c'est le réseau donc, de toutes les associations de travail du sexe, de Thaïlande, du Cambodge, d'Inde, etc. Et dans cette région-là, surtout Thaïlande, Cambodge,
beaucoup de travailleuses du sexe qui travaillent dans des bordels sont victimes de raids, d'associations, souvent financées par les Australiennes ou les États-Unis, avec de l'argent de religieux, etc. Elles se font arrêter dans leur bordel et elles se font envoyer dans ces centres de réhabilitation dans lesquels elles vont bosser en fait dans des usines à coudre les vêtements de H&M ou de Nike, etc. Parce que c'est exactement ce que tu disais, la plupart d'entre elles bossaient avant dans ces entreprises-là, dans ces usines-là, avec très peu de droits de travail, avec des violences sexuelles quotidiennes, avec très peu de temps pour voir leurs enfants également. Et on s'est décidé, non, plutôt que de travailler dans ces entreprises-là, très mal payées, etc., je vais bosser dans un bordel. Et là, elles se font arrêter et renvoyer dans ces entreprises-là. Donc il y a vraiment les mêmes parallèles. Oui, de C'est fou. intéressant. Et toi, tu voulais rebondir sur un Non, mais peut-être pour Lucas, peut-être revenir sur le modèle suédois aussi. Moi, je me disais, vu que tu connaissais bien ça, parce que moi, j'ai cherché des choses là pour me renseigner et j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Enfin, sur quel féminisme avait été à l'origine de, enfin même quelle personnalité féministe avait été à l'origine de de cette loi en Oui, de Suède cette en théorisation et tout, 1999 ouais. et aussi comment elles assumaient, je trouve, enfin le gouvernement suédois assumait beaucoup plus que le but c'était de criminaliser aussi le travail du sexe in fine. Donc je sais pas si tu avais des choses à dire là-dessus. Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un peu cette idée que le féminisme anti-travail du sexe a toujours été pour la pénalisation des clients, mais en fait, c'est assez récent. Ça fait 25 ans depuis la conférence de Beijing, qui était une grande conférence féministe, dans laquelle beaucoup d'associations ont dit non, en fait, il faut faire un pas de plus, qui est de pénaliser les clients. Donc avant, c'était contre la prostitution, mais en disant, voilà, il faut des aides sociales, etc. Et à peu près 25 ans, ils ont décidé, non, en fait, il faut punir les clients. Et il y a eu ce virement, en Suède en particulier. Donc il y a des articles là-dessus qui analysent quelles féministes ont poussé, elles faisaient partie de différents ministères, etc., qui ont vraiment poussé pour la pénalisation des clients en 99 en Suède, et qui après s'est étendu un peu partout, en France, Irlande, Canada, etc. Et ce qui est intéressant en Suède, c'est qu'il y a vraiment très peu de débats. C'est vraiment une chose établie, que ça marche, qu'il n'y a même pas besoin d'en discuter. Mais en même temps, ils continuent d'étendre la pénalisation des clients. Donc, c'était d'abord la pénalisation des clients et les clients recevaient une amende. Maintenant, c'est pas suffisant, donc il faut les envoyer en prison. Maintenant, il faut aussi pénaliser les clients des achats de services sexuels en ligne. Donc en fait, on se rend compte quelque part, si ce système marchait si bien, pourquoi il faudrait continuer à augmenter la pénalisation des clients et à la diversifier? Donc on voit qu'en fait, le système ne marche pas. La prostitution continue en Suède. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de copines qui bossaient en Suède et qui disaient, mais en fait, les prix sont pas mal parce que comme en fait, il y a plus de... Oui, il y a plus de compétition, etc. entre nous. Les clients ont plus peur, etc. On n'arrive plus à augmenter les prix. Donc, je sais que c'est différent en France où il y a une réduction. Mais il y avait certaines TDS, surtout, je dirais plus TDS qui avaient réussi à se faire une certaine place dans le marché, etc., qui arrivaient assez bien à travailler en Suède. Mais effectivement, les conditions de travail ont diminué pour la plupart. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur... Moi, je pense que vraiment, ce qui me choque le plus avec le féministe anti-travail du sexe, c'est que on n'est pas forcément en désaccord avec une espèce d'analyse de base et très simpliste de la prostitution. C'est que la plupart des gens vendent des services sexuels parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options disponibles pour elles. Qu'elles soient femmes trans, femmes migrantes, usagères de drogue, etc., ou précaires, ou étudiantes. La plupart des travailleurs du sexe font ça pour avoir un certain revenu, et avoir plus de choix, nourrir leurs enfants, etc. Et il y aurait des réponses faciles à ça. Il y aurait des réponses faciles qui sont les revendications des travailleurs du sexe. Se battre contre la transphobie, régularisation des sans-papiers, augmentation du RSA, etc. Ces choses-là sont possibles. Mais ce n'est pas la première demande des féministes anti-travail du sexe. La première demande, c'est plus de police, plus de pénalisation. Et quelque part, la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le racisme, c'est quand même incroyable que la seule réponse qu'elles aient, c'est de donner plus de pouvoir à la police pour contrôler des femmes, surtout migrantes, surtout trans, surtout pour usagères de drogue, il y a le double stigmate sur ces questions-là. Et c'est ça encore qui me choque vraiment de la part des féministes européennes pour la pénalisation des clients. Le discours dans d'autres parties du monde sur la police, sur la violence policière est à un autre niveau. On sait que la police est... Quand on parle de violence contre les travailleuses du sexe, on oublie de dire que la police est la première partie responsable de ces violences-là à travers le monde. C'est pas les clients, c'est pas les partenaires, c'est la police. Après, c'est les third parties ou les patrons de bordel, etc. Et après, c'est les partenaires domestiques. Et après, c'est les clients ou ceux qui se posent comme clients. Donc moi, je pense souvent, quand j'étais en discussion avec les féministes abolitionnistes et essayer de trouver un terrain de compromis,
j'ai pas besoin de savoir ce que tu penses de la prostitution. J'ai pas essayé de te convaincre que la prostitution est un travail et qu'il faut que tu changes ton avis. C'est juste quelle est ta réponse à ça. Si ta réponse est qu'il faut plus de police, plus de criminalisation, il faut vraiment que tu te questionnes sur ta compréhension. Il faut des formations pour les policiers, comme ça ils apprendront. Sur la question de la pénétration des clients, moi je trouve que c'est toujours intéressant de penser à comment on pense le client dans la mythologie. Donc l'abolitionnisme dit c'est un agresseur, c'est un exploiteur, mais il y a aussi une pensée dans la société où c'est genre ça pourrait être aussi, enfin c'est soit des agresseurs, soit des losers, et les losers utilisés contre les TDS qui ont du succès peut-être, qui seraient vénales et qui viendraient exploiter finalement des pauvres hommes fragiles, alors qu'en fait on est beaucoup à dire en fait le client c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton boulanger, et ça peut être un agresseur, et ça va d'autant plus être un agresseur si tu lui mets dans la tête que les TDS sont agressable. Donc, penser ce truc, et que c'est catastrophique de dire que vraiment, de toute façon, les TDS sont victimes, parce que ça crée des agresseurs en puissance, en fait. Bien sûr. Justement, Giovanna, quand tu parlais justement de la défense de l'assassin de Géraldine, qui utilisait justement cette transpanique qui a été beaucoup popularisée aux États-Unis, on voit aussi que cette mythologie-là du client est énormément à l'œuvre envers les TDS trans. Parce que du coup, il y a aussi le stigmate de l'homosexuel refoulé et de toute la transphobie en fait qui vient aussi faire que les clients redoublent aussi de violence à ce niveau-là. Oui, c'est connu. Hein. Sauf que je pense qu'en France, c'était moins connu. Et avec l'assassinat de Géraldine, on voit que les avocats qui défendent le gars qui a assassiné Géraldine prennent ça comme angle de défense. Et c'est là où on s'est dit, merde, là, on va importer même des sujets des États-Unis pour défendre un meurtrier transphobe. Et pour nous, c'est quand même aujourd'hui assez complexe de nous retrouver aussi à notre phénomène à l'intérieur des personnes qui ont été victimes des violences dans l'exercice du travail du sexe. C'est qu'en faisant nos accompagnements, pour donner un ordre d'idée, on accompagne un peu plus de 3500 personnes par an, dont 80% il s'agit des femmes trans travailleuses du sexe, et beaucoup parmi elles sans papier. Et c'est vrai que dans les entretiens, notamment dans le pôle juridique, on a retrouvé des personnes victimes des violences physiques dans l'exercice du travail du sexe, et en discutant pendant l'entretien pour retracer avant d'aller porter plainte, etc., écrire le récit, le préparer, on s'est rendu compte qu'ils avaient été victimes aussi des violences sexuelles. Chose que n'était pas retenue pour les filles comme étant une violence, puisque c'était un peu presque honteux, limite, c'est quoi le risque du métier ou voilà, je pense qu'il y a aussi à l'intérieur des personnes de la communauté une espèce d'intériorisation et de normalisation de la contamination du VIH par ailleurs, mais aussi de la violence et de la violence sexuelle, et donc une espèce de minimisation de tout le potentiel violent qui est derrière tout ça. Donc c'est clair que les enjeux sont énormes, et on a l'impression aussi que la communauté trans ne veut pas renouer aucun type de relation et de confiance avec la police. Oui. Et à chaque fois qu'on dit il faut aller porter plainte, c'est comme si c'était vraiment la punition même, une autre forme de violence. Et c'est le cas, puisqu'en réalité, quand on les accompagne, et même si nous sommes présentes, il faut tout le temps cadrer, et il faut tout le temps rappeler à l'ordre, il faut tout le temps dire dans le commissariat aux agents de la police, vous mesurez la personne, vous ne la respectez pas, vous la ramenez juste au statut de prostituée, vous la ramenez juste au statut « c'est votre faute », il ne fallait pas être là, pourquoi vous êtes venu en France, vous pouvez faire autre chose. Et quand on est là, des fois, il se permet même de nous s'adresser à nous pour nous dire « mais vous ne pouvez pas l'accompagner pour qu'il fasse autre chose ». Tu vois, donc on se retrouve au milieu de toute cette espèce d'amalgame,
cette espèce de volonté d'aider, mais en même temps, des manques purs de vraiment conscience politique et de pédagogie sur qu'est-ce que ça veut dire les droits humains et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui juste reconnaître une population qui doit être mieux connue et bien accompagnée. Si je peux réagir, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, Johanna, sur le manque même de conscience politique. En fait, moi, je me disais, mais le féminisme qui lutte contre les droits des travailleuses du sexe, c'est un féminisme qui n'a aucune colonne vertébrale politique. C'est vraiment ce que tu disais, Lucas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas cher d'avoir une mesure féministe de pénalisation des clients. Qui en plus qu'elle soit appliquée ou pas, de toute façon, ça sera la merde pour les TDS, donc il n'y a même pas besoin de l'appliquer, donc ça coûte encore moins cher, et c'est pas cher. Et ça coûte beaucoup moins cher que de lutter véritablement contre l'hétéropatriarcat. Il y a des mesures pas chères qui pourraient être mises en place. La question du changement d'état civil sans forme de condition, ça coûterait pas cher et ça simplifierait des choses. La question de ne pas avoir des politiques migratoires répressives, ça serait pas un coût pour l'État et ça réglerait beaucoup de choses. Après, il y a des mesures qui effectivement coûteraient plus cher parce que dans les travailleuses du sexe, il y a aussi des personnes qui sont mères célibataires, qui doivent jongler avec un job, des gamins et qui ont des temps partiels imposés, doivent faire des ménages le matin et le soir, et pour gérer les gamins c'est un peu compliqué, et le travail du sexe, pour de vrai c'est une alternative. On pourrait envisager de lutter contre les temps partiels imposés, contre l'assignation des femmes à des métiers mal payés et exploitants. On pourrait aussi envisager de diversifier les modes de garde, de trouver... Il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour lutter contre l'hétéropatriarcat. Mais en fait, on ne veut pas lutter contre ça. Et c'est vrai que c'est assez fascinant et c'est important de souligner cette responsabilité, en réalité, des organisations de gauche de se complaire dans ces mesures qui ne coûtent pas cher, qui donnent une illusion du féminisme, mais qui n'attaquent pas les causes qui font qu'il y a des personnes qui recourent au travail du sexe. Et l'enjeu, c'est juste de diversifier les options des personnes. C'est que ça. Et puis même, on pourrait dire avec mauvaise foi, non mais c'est comme ça que la droite vote avec, mais tu prends l'exemple de 2016, ils avaient la majorité absolument partout à l'Assemblée et tout, ils en sont... Mais ils se sont quand même alliés avec la droite. Mais ils sont quand même alliés avec la droite. Fondamentalement. Transpartisan, ça d'accord. Peut-être pour aller sur une note un peu, entre guillemets, positive. Non mais c'est bien, il en faut quand même. Mais moi je voulais juste raconter que la question de la réparation aussi c'est un vrai sujet pour la communauté trans à niveau international pour multiples raisons. Et un des aboutissements qui concrétise en quelque sorte cette forme de reconnaissance de conséquences de la transphobie dans la communauté trans, c'est l'Argentine. L'Argentine aujourd'hui, à travers un mouvement féministe qui est très structuré contre les dégâts de la dictature, a su donner une place aussi de l'impact de la dictature dans la communauté trans. Aujourd'hui, il y a vraiment tout un procédé institutionnel, législatif, qui permet l'emploi, etc. Qui permet de mettre, pas dans toute l'Argentine, mais dans plusieurs régions, des quotas pour que les personnes trans puissent plus facilement accéder au travail, dit formel. Et aussi une allocation qui reconnaît en quelque sorte les conséquences de la dictature dans la communauté trans qui a été très dure en Argentine dans les années 70-80. Et donc ça, je dis une note positive, c'est le cas, mais encore une fois, j'insiste que la communauté trans a été accompagnée et inclue dans cette forme de réparation qu'a reconnu l'État en Argentine, qui est de l'argent, mais c'est parce que c'était la communauté trans, c'est parce qu'elle était trans, mais pas parce qu'elle était trans travailleuse du sexe. Et que, encore une fois, la question de la respectabilité se pose comme sujet. Et que, bien entendu, aujourd'hui, il y a les archives trans argentins, qui est un modèle d'archives énorme, super beau, et qui trace et qui raconte, qui revendique et qui prouve qu'effectivement, la question du travail du sexe, c'était et c'est encore aujourd'hui
un vrai sujet de survie pour la communauté trans. Et ça souligne du coup le besoin d'alliance aussi avec, j'ai l'impression qu'on boucle un petit peu, mais ce besoin d'alliance aussi avec un secteur LGBT, un secteur féministe, un secteur syndical, sans lequel peut-être on a du mal aussi à faire émerger la spécificité des revendications du travail du sexe. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et oui, en termes de santé sexuelle aussi, pardon, je voulais Oui. revenir là-dessus. Oui. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que au niveau européen, au niveau global, la majorité des organisations de société civile, par exemple Amnesty International, Human Rights Watch, ILGA, qui est le réseau LGBT global ou européen, ce sont différentes branches, la grande majorité des organisations sont en faveur de la dépénalisation du travail du sexe et en faveur des soutiens pour les travailleurs du sexe. Quand j'étais le directeur du réseau européen, on bossait avec pas mal d'associations. On avait créé la Coalition européenne pour les droits des travailleurs du sexe, qui prenait 15 associations, donc Amnesty, Human Rights Watch, ILGA, TGU, Association contre le sida européenne, AIDS Action Europe, PICUM, le réseau pour les sans-papiers, l'Astrada, l'Association contre la traite européenne. En fait, la grande majorité sont en faveur de la dépénalisation du travail du sexe, pour les droits, pour les aides sociales, etc. Il y a très peu d'associations, à part au niveau européen, le lobby européen pour les droits des femmes, qui sont en faveur de la pénalisation des clients. Donc c'est intéressant que si peu de voix existent contre les droits du travail du sexe et malgré tout arrivent à avoir autant d'impact. Mais c'est là aussi, pour revenir un peu au début de la conversation, on voit cette coalition entre des éléments extrémistes, fondamentalistes, chrétiens, des États-Unis en particulier, mais pas seulement, avec une partie du féminisme qui est vraiment choquant. Et quand tu vois par exemple la loi FOSTA-SESTA, qui était la loi contre le travail du sexe en ligne, simplement, a été endorsée par Trump à l'époque. Et il y avait cette image incroyable de Trump en train de signer une loi contre le travail du sexe, avec derrière les démocrates et les républicains, l'Église et les féministes, tous ensemble. Quand tout le monde est d'accord, Trump est le héros du féminisme en train de signer la loi contre le travail du sexe. Et si les gens ne se remettent pas un petit peu en question de dire si Trump est d'accord avec toi, c'est que quelque part, c'est pas possible de penser autrement. Et sur ces questions-là, c'est aussi revenir les premières lois anti-immigrés aux États-Unis, par exemple, c'était contre les femmes chinoises. C'était vraiment le début des lois anti-migratoires qui étaient contre les femmes prostituées chinoises, car c'était lié avec la drogue, etc. Et en fait, comme ce que tu disais avec le White Slave Act contre les femmes blanches victimes de la traite en Angleterre, etc., toute la conspiration antisémite autour de ça, ce sont les mêmes questions en fait. C'est que historiquement, les lois contre les immigrés sont les lois contre la prostitution. Et il y a cette conflation entre les deux qui existe depuis toujours. Et Giovanna a parlé de réparation. Et là, on voit, par exemple, au niveau des Nations Unies, il y a de plus en plus de conversations autour de la dette qu'ont les États colonisateurs envers les États colonisés. Et il y a vraiment cette grande question-là, c'est qu'en Europe, la grande majorité des travailleurs du sexe sont issus des pays qui ont été colonisés ou victimes de la colonisation de l'Europe, etc. Et il y a cette question-là de réparation envers ces pays-là. Effectivement, beaucoup de femmes, par exemple du Nigeria ou Colombie, etc., viennent travailler en Europe car les conditions de survie dans ces pays-là sont beaucoup plus difficiles. Et il y a pas mal de recherches qui est faite là-dessus aussi. Il y a une recherche que je trouve vraiment choquante et assez horrifiante. C'est une rare recherche, je crois que c'est de Siné Planbeck, sur les femmes nigériennes en Norvège, à qui on a offert le droit de repartir, donc travail du sexe en Norvège. Et on leur a offert des financements pour repartir au Nigeria. Je ne sais plus comment on dit en France, les aides financières pour le... Les aides de retour. Ah oui, les aides de retour, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Le repatriement volontaire, voilà, on te donne 2000 € pour que tu partes de Norvège, je crois, et tu repartes vivre en Nigeria. Et il y a une étude qui compare les violences sexuelles de ces femmes nigérianes en Norvège et une fois arrivées au Nigeria. Et les chiffres à peu près, c'est à peu près 70% de ces femmes sont victimes de violences sexuelles quand elles sont en Norvège. Mais une fois qu'elles repartent au Nigeria, 100% d'entre elles sont victimes de violences sexuelles. Car la communauté locale sait qu'elles étaient prostituées en Europe et que par conséquent, c'est OK qu'elles soient victimes de violences sexuelles. En fait, on réfléchit très peu à quelles sont les conditions de travail et de survie de ces femmes qu'on veut absolument renvoyer dans leur pays parce qu'ici, elles seraient victimes de la traite. C'était un peu l'argument qu'avait Sarkozy à l'époque de la loi du racolage passif, c'était de dire oui, ces femmes sont victimes, il faut les renvoyer chez elles, en parlant des femmes roumaines et des femmes immigrées.
Et puis c'est aussi tout l'argument de la droite qui rechigne à régulariser, et là, en l'occurrence dans le cadre du travail sexuel, parce qu'il y a un risque que ça crée un appel d'air et qu'on va être débordé de femmes étrangères de pays africains qui vont vouloir venir pour exercer le travail du sexe, quoi. Donc c'est vraiment, on retrouve aussi toute cette alliance objective finalement entre la gauche et la droite sur cette volonté de containment, de contenir au maximum justement un débordement étranger, quoi. Sur ce truc gauche-droite, et c'est un peu le but dans lequel je pense on devrait aller. À l'heure actuelle, à gauche, c'est très difficilement portable d'être ouvertement homophobe. Alors, on sait qu'il y a des homophobes à gauche. C'est devenu de plus en plus difficile d'être ouvertement transphobe et féministe, en tout cas ouvertement. On sait qu'il y a encore beaucoup... Antiféministe. Non, féministe et de se dire féministe et oui, transphobe, tu vois, c'est devenu de plus en plus difficile. Se dire ouvertement féministe. Non, enfin, tu vois, être féministe et transphobe. Oui. Et du coup, c'est pour ça que Marguerite Stern et Dora Muto ont été poussées vers l'extrême droite. Oui. À l'heure actuelle, on n'en est pas encore au point où, disons, à gauche, l'hégémonie culturelle, c'est le féminisme de gauche ne peut pas être associé, enfin le féminisme tout court, ne peut pas être associé à de la putophobie et à être anti-droit. Et c'est ça, en fait, quand on fait de nous de l'éducation militante, c'est un peu casser ça, arrêter qu'il y ait des gens qui se disent « Ah, le sujet est complexe, je ne sais pas, donc je vais laisser passer des discours. » À l'heure actuelle, tu as quelqu'un qui se dit de gauche féministe et qui vient faire un propos queerphobe. Il y a tout le monde qui lui tombe dessus pour dire « Pas dans nos luttes ». Et la putophobie, ça passe parce que les gens sont pas informés, que se disent ah mais peut-être qu'en fait oui mais t'as pensé à la traite. Enfin, il y a un truc où ça joue sur un rapport émotionnel et tout notre travail c'est aussi de dire si au moins on peut lutter contre l'extrême droite qui veut nous trier, nous enfermer, avoir des politiques racistes. Ok, mais là on doit se battre contre notre propre camp ou des gens qui sont passés pour notre camp et qui verrouillent avec leur féminisme bourgeois de gauche institutionnel. Enfin, et on doit vraiment changer ce cap-là, quoi. Mais je pense que là, il y a un truc hyper intéressant parce que pour le coup, les homos, les trans, on peut les mettre à distance, alors que quand t'es féministe, il y a quand même le truc de le stigmate de la putain, ça permet de diviser les femmes aussi, de jouer sur la division, quoi. Et donc quand t'es féministe, de défendre les personnes TDS, du coup t'as l'idée de on va m'assimiler à une TDS, quoi, et tu perds dans ton honneur de femme. Et le féminisme bourgeois blanc, occidental, il est très très attaché à ça, à cet honneur, à cette dignité, etc. Et je pense qu'il y a vraiment ce risque-là, quoi, de passer pour... Et tout l'enjeu du stigmate de la putain, c'est ça, en fait, c'est de diviser les femmes et d'empêcher de porter des revendications communes, en fait. Et moi, la première fois que j'ai pris la parole publiquement pour les droits des TDS, il y a très longtemps, une féministe en face m'a regardé l'air rieur en me disant « Oui, madame, vous connaissez certainement beaucoup de choses du travail du sexe, lisez de la prostitution », en sous-entendant comme ça, en se foutant de ma gueule « Ah, vous êtes certainement une pute, donc c'est pour ça que vous parlez comme ça. » Et d'une manière très insultante. C'est hyper drôle. Moi, je veux dire, j'étais pas français, donc je trouvais ça drôle. Mais du coup, si c'est la parole des concernés et qu'en tant que concerné, tu peux les défendre, alors du coup, c'est quoi le problème? Mais non, parce que c'était mal. Et d'ailleurs, moi, je trouve que même individuellement, on voit que c'est des questions où, à l'heure actuelle, les gens peuvent être d'accord avec nous, mais on va avoir du mal à relayer ce qu'on dit, partager nos posts. Il y a un truc de genre, ah, je sais que c'est un sujet sensible, et du coup, j'ai un peu peur de le porter, même semi-publiquement sur les réseaux sociaux. Et des fois, je suis un peu en mode genre, mais t'es mon pote, genre, vas-y, partage le travail que je fais. Et je le manifeste, partagez le manifeste. Le stigma les contamine. Et en même temps, on sait que, genre, finalement, le fascisme, sa meilleure censure, elle est dans nos têtes. On a peur de s'exprimer parce qu'on a peur. Mais il y a un truc comme ça où c'est genre, les gens veulent pas partir à la place à côté des concernés parce que ça pourrait dire quelque chose sur peut-être elles ont tort et peut-être que en fait Jules qui est mon pote peut-être ou que je connais ou tous les gens autour de cette table en fait c'est nous qui avons tort et on est des proxénètes et c'est genre non matériellement c'est faux on bosse à côté des gens et on a besoin de vous pour amplifier nos voix parce que si vous nous laissez parler tout seul à chaque personne qui parle finalement elle saute automatiquement et du coup elle doit subir le stigma alors que si tous nos alliés parlent avec nous on n'est plus obligé de sauter pour pouvoir militer finalement. Et ce qui est important aussi, je pense, c'est qu'on disait tout à l'heure la violence des personnes qui se disent féministes anti-droit. Et en fait, le fait qu'il y ait assez peu de paroles pro-droit des TDS expose ces paroles-là, non pas seulement à sauter, mais à cette violence. Alors que s'il y avait beaucoup de paroles publiques pro-droit, qu'à un moment donné, très collectivement, on assumait que la seule solution acceptable pour les droits humains, c'était d'être pro-droit,
on pourrait plus subir la même violence. Et c'est aussi cet enjeu qu'il y a de jouer collectif à un moment donné pour se protéger les uns les autres de cette violence qu'on subit quand on est pour les droits des TDS, alors que fondamentalement, enfin, je veux dire, c'est la seule solution pour les droits humains. C'est même pas une option. Oui. Et pour revenir sur ça, et donc un peu sur le manifeste, mais on sait qu'il y a des assos qui refusent de signer nos manifestes, etc., parce que institutionnellement, ils vont perdre de l'argent. Il y a des moments où il y a des assos qui nous disent on vous supporte, mais on ne peut pas avoir une ligne pro-droit, pro-décrime, parce qu'il y a tel bailleur social qui ne voudra plus entendre parler de nous. Donc on invite les organisations à aussi signer notre manifeste et à prendre position sur cette question, parce que si on le fait tous en même temps, bah, l'absence de rapport de force qui est posé fait que vous donnez aussi le pouvoir, par exemple dans l'exemple des bailleurs sociaux, vous donnez d'autant plus le pouvoir aux bailleurs sociaux que l'autocensure fonctionne. Alors que si justement vous mettez massivement à signer, bah dans ce cas, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont arrêter de travailler avec vous. Bah non, parce que ils auront le stigmate du coup antiféministe qui reposera sur eux, quoi. Mais du coup, on peut peut-être comme ça fait le lien avec comment vous travaillez avec les mouvements féministes et comment vous voyez les choses évoluer ou pas. Oui, parce que par exemple, avec nous toutes, il y a eu un petit peu une évolution. Ouais. Quand même, voilà, on va revenir sur. Oui, mais revenir aussi sur la coalition féministe qui avait proposé une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, avec un plan de je sais plus combien de milliards à proposer pour lutter contre les violences sexuelles. Il y avait plein de propositions qui étaient hyper à bolo, où ça citait Laurence Rossignol, qui est quand même voilà une actrice centrale de l'abolitionnisme en France, et qui proposait justement de criminaliser, pas de criminaliser, mais de faire entrer la pornographie d'associer la pornographie à la prostitution, d'aller plus loin là-dessus, et tout un tas de mesures comme ça qui allaient plus loin dans l'abolitionnisme. Et donc moi je voulais savoir, et qui avait été signé par le planning familial. Donc la question c'est aussi de comment on travaille à faire changer les choses, et vous voilà, c'était plus une question comme ça. Qui veut commencer? Non, mais ça me rappelle les débuts des discussions avec la première fondatrice de Nous Toutes, Caroline Haas, avec qui, évidemment, dans les premiers moments, on lui disait, bon, on a été agressé pendant la manif en 2018, parce que voilà, ça a été quand même assez violent. T'en penses quoi? Non, c'est pas bien, blablabla. Ça s'arrêtait là. Non, mais quelles sont vraiment les prises de position réelles à l'intérieur du mouvement de Nous Toutes pour donner une place réelle, concrète dans toutes les revendications à l'intérieur du mouvement pour les droits des personnes trans? Et aussi, comment souhaitez-vous aborder la question du travail du sexe? Ça a été catégorique. Ah non, parce que nous, m'a dit Caroline, nous, on est hyper focalisé que sur les violences intraconjugales. Basta. Voilà. Et du coup, elle a fermé toutes les portes à ce moment-là, en fait. Et puis, je pense que la fatigue a fait qu'elle s'est retrouvée obligée de laisser la place, heureusement. Et puis, je pense que c'est une chose sage aussi qu'elle a fait. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve progressivement, après beaucoup de discussions, des dialogues, des propositions sur comment tracer les féminicides, d'inclure les féminicides trans dans le comptage, etc. Et puis, d'inclure aussi petit à petit les questions du travail du sexe. Et peut-être la suite, c'est Sarah Marie qui pourra plus détailler sur comment aujourd'hui, on arrive à une conférence de presse qui, pour moi, c'est presque la première fois où je suis carrément dans un panel face à des journalistes où, pour la première fois, une représentante du mouvement féministe, quand même le plus fort, le plus symbolique, prend position réelle pour les droits humains des personnes travailleuses du sexe, au-delà de... il ne se positionne pas pour la reconnaissance du travail du sexe, mais plutôt de donner la parole et d'écouter la parole et de donner du sens au féminisme, au vrai féminisme, c'est écouter les concernés. C'est vrai que pour le coup, chez Nous Toutes, le premier point de rupture, ça a été le départ de Caroline de Haas qui refusait le dialogue sur le sujet et qui faisait ce que beaucoup d'organisations féministes
ont fait et font encore, c'est-à-dire qu'elles mettent le sujet sous le tapis en disant non mais c'est un sujet clivant qui divise donc n'en parlons pas. On a d'autres luttes à gagner. Concentrons-nous sur les autres luttes. Et tu as dit mais en fait ça marche pas parce que pour le coup tant que les droits des travailleuses du sexe seront pas reconnus, il y aura pas. Enfin je veux dire il y aura toujours d'autres luttes féministes à gagner. Donc ça c'est pas possible. Mais c'est vrai que le point de rupture, ça a été le départ de Caroline de Haas et aussi la constitution, comme le disait Giovanna, de l'interorga-féminicide. Quand elles ont voulu rompre avec ce décompte qui existait, qui était réalisé par féminicide par conjoint ou par ex, et qui était transphobe et putophobe, et où elles ont mis autour de la table certaines organisations, Acceptez, le projet Jasmine de Médecins du Monde, en disant en fait, il faut qu'on travaille collectivement pour avoir un décompte inclusif des féminicides et qui ne se limite pas aux féminicides conjugaux qui, de facto, dans la manière dont il est fait, exclut bien sûr les travailleuses du sexe, mais aussi les femmes trans, quel que soit le contexte du féminicide, parce qu'il y a aussi des féminicides conjugaux pour les femmes trans. Récemment, elles ont clairement pris position aux côtés des droits des travailleuses du sexe. Dans mon souvenir, elles n'avaient pas, à la différence du planning qui est dans une situation un petit peu plus compliquée là-dessus, c'est-à-dire que le planning est pour la reconnaissance des droits des travailleuses du sexe, mais n'a pas forcément un positionnement de dépénalisation du travail du sexe. C'est vrai que nous toutes, elles se sont positionnées tout à fait clairement en faveur de la décriminalisation du travail du sexe parce qu'elles ont collaboré avec des organisations de travailleuses du sexe, toutes les assos communautaires existants en France, et il y en a beaucoup. Anaïs le rappelait, la Fédération Parapluie Rouge, c'est 15 associations communautaires en France. Et du coup, ça a permis de faire évoluer. Et leur logique a été celle qui devrait être la logique de n'importe quelle personne qui se dit féministe, qui était écouter la parole des personnes qui exercent le travail du sexe et d'être à leur côté dans leurs revendications. Mini aparté, même pas vraiment, sur Caroline de Haas, cette façon de dire « Ah, mais on a d'autres combats à gagner, etc. » Moi, je trouve ça hyper ironique, parce qu'au même titre qu'on a pu théoriser qu'il y avait plusieurs vagues de féminisme, et que la première, c'était que la loi et les droits ne soient pas en défaveur d'une partie de la population, on a encore la première vague des droits TDS où on doit être dans l'égalité dans la loi avant qu'on puisse faire les prochaines vagues. Parce que c'est pas parce que demain on décriminalise que tout d'un coup il n'y aura pas des institutions qui sont contre nous, des policiers qui sont mal formés à la question, des clients putophobes, une société stigmatisante. Et donc là, pour l'instant, on se bat pour la première vague des droits TDS, mais on a encore beaucoup de combats à faire et à faire l'inverse. Enfin, si on arrêtait de financer des gens qui militent activement contre nos droits, on pourrait mettre cet argent-là ailleurs. Et bon, ça serait cool qu'on la mette pour les communautés TDS, mais même moi, qu'on l'utilise ailleurs, qu'on l'utilise pour aider n'importe qui. Enfin, les canards, je m'en fous, mais l'utilisez pas contre nous, en fait. Ouais. Bah, je pense que ça va être. Je sais pas s'il y a des derniers trucs à aborder, mais je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. Et en plus, Giovanna, va falloir que. Non, pas du tout. Non, mais aussi, il va falloir qu'on passe au prochain sujet. Je sais pas si très vite fait, un dernier tour de. Je pense que. Lucas. De manière très simple, encore, pour moi, un des éléments de base du féminisme, c'est d'écouter les personnes concernées, mais aussi de croire les personnes et de croire les victimes. Je crois qu'un des slogans les plus importants du féminisme, c'est de dire. No means no, genre vraiment très simplement. Et ce que j'ai trouvé toujours incroyable en tant que personne qui a exercé le travail du sexe et en tant que personne qui était aussi victime de violences sexuelles, j'arriverai jamais à comprendre comment on peut se dire féministe et pouvoir confondre le travail du sexe avec des violences sexuelles. Alors, les travailleurs du sexe vous disent directement, le travail du sexe est un travail. Ça veut dire que dans le travail sexuel, je peux être victime de violences sexuelles. Et je sais la différence entre les deux. Et les travailleurs du sexe ont énormément de choses à apprendre au reste du mouvement féministe sur ces questions-là, sur les questions de consentement, sur les questions de boundaries, etc. Parce que c'est nous qui le vivons au jour le jour. Donc effectivement, beaucoup de travailleurs du sexe sont victimes de violences sexuelles, et c'est pour ça qu'il faut dépénaliser le travail sexuel. Et ce qui est vraiment étonnant dans ces conversations-là, c'est qu'il y a des personnes qui font une carrière dans le mouvement féministe, dans les mouvements politiques féministes, etc., sur ces valeurs vraiment sensibles de no means no, il faut écouter les survivantes, etc. Et quand les travailleurs du sexe, beaucoup d'entre elles survivantes elles-mêmes, disent
oui, je sais faire la différence entre le travail du sexe et une violence sexuelle, là, d'un seul coup, c'est inacceptable. Et c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, en Suède, où il y a la pénalisation du travail des clients depuis plus de 25 ans maintenant. Ça veut dire qu'on considère que la prostitution est une violence faite aux femmes, est une violence sexuelle. Dans ce cas, il faudrait arrêter tous les clients directement, mais les travailleurs du sexe elles-mêmes ne le veulent pas. En fait, c'est un crime dans lequel il n'y a pas de victime. Parce que les travailleurs du sexe elles-mêmes le disent, non, mais je ne suis pas victime. Et il y a une espèce comment dire en français, de contradiction dans la loi, là, où à la fois on peut dire les travailleurs du sexe sont des victimes de violences sexuelles, mais cependant, quand on leur demande, elles ne sont pas d'accord sur cette définition-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un moment où le féminisme institutionnel doit se remettre en question et vraiment écouter, comme tu dis, les personnes concernées, travail du sexe, migrantes en particulier, trans en particulier, etc. Et sur les gros slogans qui sont dénaturés par ces mouvements féministes, il y a My Body, My Choice, Mon corps, mon choix, où à un moment, en fait, comment on peut porter ça au quotidien et dire, ah par contre, il y a des circonstances où non, pas de travail du sexe, pas d'hormones, enfin, mon corps, mon choix. Enfin, c'est un début et une fin, et pour moi, c'est un slogan qui marche aussi bien parce qu'il est aussi englobant dans toute sa splendeur, quoi. Et pour continuer sur les slogans, il y a quand même un slogan hyper important des travailleuses du sexe qui devrait donner à réfléchir à toutes les personnes qui se disent féministes et qui luttent contre les droits des travailleuses du sexe. C'est Save us from savers. Sauvez-nous des sauveurs. Et quand à un moment donné, on te désigne comme un sauveur comme ça, je pense qu'il faut quand même commencer à se remettre en question sérieusement. Je pense que c'est un très bon, très bonne conclusion. Très bonne conclusion. Merci beaucoup en tout cas. Alors Merci beaucoup. pour le prochain panel, je libère. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.